Bonjour chers spectateurs et spectatrices, bienvenue sur Culture Soccer pour une autre émission sur le football nord-américain. C'est un podcast lucarne opposé et on est d'ailleurs fiers de vous présenter les autres podcasts qui sont aussi maintenant disponibles sur la chaîne YouTube de Lucarne opposé. Donc pêle-mêle, si vous êtes intéressé par l'Afrique Efrikia, il y aura aussi la FC Corner pour le football océanique et asiatique, ainsi que Bola Latina pour le football sud-américain. Mais on est toujours là, nous, pour parler du football nord-américain et toujours avec Anthony de Varenne. Bonjour Antoine, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, merci. On est aujourd'hui avec un programme assez chargé. On va pas vous parler encore de transfert, on va attendre que la saison des transferts soit finie parce que c'est un peu fou ce qui est en train de se passer dans toutes les franchises MLS. Mais on va commencer tout de même en parlant de l'expansion qu'on avait peu détaillée ici sur Culture Soccer avec en parlant notamment de Nashville, qui a été choisi pour être une nouvelle équipe de Major League Soccer. Ensuite, on passera en North American Soccer League, la deuxième ligue des US, qui est en train de mourir à petit feu. Et puis finalement, on passera en USL, parler de nouvelles franchises ainsi que de la nouvelle saison en général, avant de finir par notre instant Il était une fois en Amérique, comme d'habitude. On va commencer tout de suite en jetant les pieds dans le plat et parler de la 24e équipe de MLS, ou peut-être 25e, suivant ce qui se passe avec Miami, mais on en parlera aussi. Nashville, qui a été choisi pour être une nouvelle équipe de Major League Soccer, alors qu'ils n'ont même pas encore d'équipe de Division 2, contrairement à ses principaux adversaires. On le rappelle, ça se joue entre Nashville, Sacramento, Cincinnati et Détroit, et la Ligue devait en choisir deux pour le moment. Ils en ont choisi qu'une, Nashville, qu'Anthony, tu connais très bien. Oui, en effet, j'en parle, je suis rendu avec un compte Twitter, un site sur le sujet, donc je connais assez bien le sujet. Oui, Nashville, ça a été la première équipe à être sélectionnée dans cette phase d'expansion. Pourquoi elle a été nommée aussi rapidement, contrairement à la prochaine qui sera nommée? C'est parce que, de un, les propriétaires ont une grosse capacité financière, donc pour la Ligue, là, il n'y a aucun problème. De deux, ils ont un terrain déjà acquis pour la construction d'un stade. Et de trois, l'engouement populaire est vraiment là. On le voit avec l'équipe de USL qui foulera les terrains en mars en USL. Les billets de saison sont bien en vente. Sinon, il y a eu les matchs de Gold Cup. Il y a eu un match, je crois, de Gold Cup au Nissan Stadium. C'était 40 000 personnes. Il y a eu un match amical de la International Cup qui a aussi été très bien répondu. Donc, pour toutes ces raisons, Nashville a été choisi. Et c'est surtout parce que dans les trois autres projets d'expansion, il y a encore des doutes, comme Cincinnati pour le terrain. Ils n'ont pas encore de terrain précis à choisir choisi pour le stade. Tandis qu'à Sacramento, c'est finalement les capacités financières qui sont remises en doute puisque des investisseurs s'est retiré. Et puis Détroit, c'est qu'il y a aucun projet de soccer professionnel pour l'instant, là, même si la famille Ford a rejoint le projet pour accueillir du soccer de MLS dans leur stade. C'est vraiment Nashville qui avait le plus de, comment je peux dire, le plus de sûreté aux yeux de la MLS. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a pour une franchise expansion en MLS, c'est qu'il leur faut, c'est en trois étapes, c'est super simple. C'est l'argent, le stade et les supporters. Nashville, il y a les trois. Alors, comme tu l'as dit, oui, Sacramento n'a pas l'argent parce qu'il manque un investisseur. Cincinnati n'a pas de plan de stade. Et Détroit, c'est où est le stade et bon, au niveau des supporters, on sait qu'il y a une équipe de NPSL là-bas qui est assez une équipe amateur qui est assez suivie. Mais il n'y a pas, en tout cas, l'engouement qu'on a pu voir à Nashville, quand on a vu que l'expansion allait peut-être arriver là-bas. Euh, et ensuite, si Nashville a été pris maintenant en décembre un peu par surprise, qu'est-ce qu'on peut attendre, Anthony, dans les prochains mois? Qu'est-ce que la MLS va faire? En fait, selon moi, je serais vraiment pas surpris que le deuxième nommé soit le FC Cincinnati.
Parce que en fait, on s'en parlait quand les 4 finalistes étaient sortis. Là, selon nous, ça jouait en trois projets entre Sacramento, Cincinnati et Nashville. Et là, quand on voit que Sacramento, un des investisseurs principaux, s'est retiré, là, ça serait vraiment logique que Cincinnati soit la deuxième équipe nommée. Et, et j'ai parlé à des gens de Cincinnati, là, ils sont assez confiants. Eux, leur plus grande question, c'est quand ce sera annoncé. Ouais. En fait, c'est peut-être que la Ligue a voulu justement mettre un peu plus de délai pour nommer la deuxième franchise expansion, pour pouvoir laisser le temps ou à Sacramento de trouver de nouveaux investisseurs ou à Cincinnati de trouver un emplacement pour le stade. Ouais, parce que Cincinnati, en fait, les problèmes de stade, c'est que ils ont deux places possibles, mais c'est toujours là, les histoires avec la ville que c'est un petit peu plus difficile, là, mais ils ont quand même trouvé un emplacement, mais c'est vraiment entre les deux, donc ils sont pas encore fixés. Je pense que c'est ça qui leur a fait mal pour pas être annoncé déjà. Là. Et en attendant, il y aura aussi la franchise de David Beckham de Miami, qui doit être annoncée aussi un de ces jours. Donc, on serait rendu en fait à avoir toujours un nombre pair, bien sûr, d'équipes. Mais il faudra quand même la deuxième équipe soit annoncée assez vite pour qu'on ne se retrouve pas plusieurs saisons en jouant avec un nombre impair d'équipes. Et également, si je peux rajouter quelque chose, c'est que Mm. si c'est Cincinnati qui est la deuxième équipe nommée, c'est sûr que la MLS devra faire des changements de conférence parce que là, on serait rendu avec trois nouvelles expansions du côté de l'Est. Parce que Nashville, Cincinnati et Miami se retrouvent du côté de l'Est des États-Unis. Ouais. Et encore, c'est Cincinnati. Alors attends, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que Cincinnati n'est pas trop loin de Columbus. Et si Cincinnati est pris, ça pourrait un peu prendre le marché de Columbus et ça pourrait pousser Columbus encore à Austin encore plus. Même si le mouvement Save the Crew a quand même eu pas mal d'impact, ça pourrait, si Cincinnati est choisi, être encore une nouvelle raison pour le crew de bouger à Austin. Oui, effectivement. Je crois que toi, Antoine, tu voulais parler de la NASL. Hein? Est-ce que c'est toujours le même bazar dans cette ligue qui est désormais en Division 3? Oui, c'est toujours incroyablement mort. Il y a la seule nouvelle que la Ligue a officiellement donnée, c'est qu'ils vont changer le calendrier. Donc voilà, c'était le moindre des problèmes de la Ligue. Mais c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les ligues US, que ce soit la MLS, la NASL ou l'USL. Il y a toujours cette question de bouger le calendrier, un calendrier européen, pour ne pas avoir à jouer pendant les compétitions internationales, comme la Coupe du Monde. Et la NSL a décidé donc de commencer sa prochaine saison, non pas en mars, comme la MLS, pardon, mais de la commencer en août. Cette nouvelle news, est-ce que tu crois que c'est plus pour cacher les problèmes? Ouais, parce qu'en fait, ça laisse surtout beaucoup de temps à la NASL de trouver des nouveaux investisseurs ou de se faire un peu regarder, de voir s'il y a des équipes qui pourraient les rejoindre, des équipes de Division 3 ou Division 4, des équipes amateurs qui pourraient revenir avec plus d'argent. Donc, c'est un peu une stratégie en trompe-l'œil et pour voir il peut y avoir de nouveaux investisseurs, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il en trouve. Il y a quand même 9 équipes qui sont parties en 2 ans et ça ressemble enfin, je vois pas qui voudrait investir là-dedans. On va pas s'en mentir. Parfait. Tu parlais des 9 équipes qui sont parties depuis 2 ans. Les équipes qui étaient là l'an dernier, plusieurs sont parties. Hein? Ouais, alors on en parlait aussi dans des différents podcasts. Déjà, North Carolina a rejoint l'USL. Il y a aussi Indy 11 qui a annoncé récemment qu'il allait rejoindre North Carolina en USL aussi. Indy 11, c'était l'équipe qui avait quand même le plus de spectateurs en NASL, donc c'est vraiment une grosse perte pour la ligue. Ils avaient environ 8000 spectateurs en moyenne, ce qui était 2 fois plus par exemple que North Carolina ou que les New York Cosmos. Donc c'est une énorme perte pour la NASL. Jacksonville Armada, dit qu'ils joueraient en 2018, que ce soit avec la NSL ou non, mais qu'ils avaient un œil sur la NPSL, qui est la division 4. Donc ça veut dire qu'ils reviendraient en amateur, ou sur la nouvelle NISA, qui est une ligue un peu obscure, qui voudrait entrer en jeu l'année prochaine ou l'année d'après. C'est un peu compliqué. Le FC Edmonton, ils se sont arrêtés. L'équipe canadienne, peut-être pour rejoindre le Canadian Premier League quand celle-là va commencer.
Et en attendant, ça laisse un peu les grosses franchises historiques comme les Cosmos ou Miami FC à être un peu dans le flou. On sait que Miami FC a rencontré les dirigeants du SL lundi, mais que ça n'a débouché sur rien du tout. Le CEO de Miami a annoncé que son équipe serait en NASL l'année prochaine. Un calendrier européen, donc c'est-à-dire qu'ils commenceraient leur saison en août. Mais donc pour le moment, c'est toujours flou. On sait en tout cas que oui, Miami, Cosmos, Puerto Rico FC sont en tout cas toujours partants pour le moment, comme bon, Jacksonville si la ligue reprend un jour, mais ça fait quand même beaucoup d'équipes qu'il manquerait. Et on en avait parlé, je crois, dans les anciens podcasts, les nouvelles franchises comme San Diego, est-ce qu'ils rejoignent finalement la NASL? Ouais, il y avait deux nouvelles franchises qui étaient prévues. Donc San Diego, le San Diego qui appartient à Dom Baba, mais aussi à Johan Cabaye, Eden Hazard et d'autres joueurs européens. Ils ont annoncé qu'ils étaient en train d'attendre, voir un peu ce qui se passe avec la ligue, mais rien n'est sûr. Et c'est pareil pour California United, l'autre équipe d'expansion de NASL. Ces deux franchises sont en train de regarder s'ils peuvent pas finalement rejoindre l'USL ou alors la nouvelle NISA. Mais ils sont vraiment sûrs de rien et ils regardent vraiment de loin, mais je pense pas qu'ils rejoindront la NASL s'il y a plus d'équipes qui se lancent parce que ça serait un risque financier assez gros. Oui, effectivement. Et vu que la NASL est devenue Division 3 et la USL Division 2, je suppose que les meilleurs éléments, je parle de soit joueurs ou entraîneurs, sûrement qu'ils ont plié bagage. Ouais, alors les deux entraîneurs dont on parlait beaucoup l'année dernière, Giovanni Savarese et Mario Dos Santos, sont tous les deux partis en MLS. Giovanni Savarese, il est parti à Portland. C'est assez étonnant. Enfin, il est bon, hein, mais j'étais assez étonné de voir que la MLS allait prendre, dans une de ses franchises, Timbers, allait prendre un entraîneur de NASL. Mais il a fait du bon boulot avec les Cosmos ces dernières années, donc c'est une très belle chose. C'est une très belle chose que la MLS le promote. Et Marc Dos Santos, qui avait une saison énorme avec San Francisco Delta, qui avait amené une toute nouvelle équipe à la victoire de NASL, a été pris en tant qu'assistant de Bob Bradley à LAFC. Donc encore un transfert de la part de la nouvelle franchise de MLS. Et c'est assez impressionnant de voir que tout ça. Et ça aussi donne de bons joueurs à l'USL, parce que beaucoup de joueurs de NASL n'ont vraiment pas envie de rester dans une ligue qui est en train de mourir. Ils veulent être payés, entre autres. Donc, il y en a qui sont partis en MLS, comme Dallas qui a récupéré Jimmy Maurer, le gardien des Cosmos, ou Stefano Pino, le meilleur joueur et meilleur buteur de l'année dernière, de Miami, qui a rejoint Orlando. Mais on a par exemple Nashville qui a beaucoup pris en USL ou Cincinnati qui a cherché un des meilleurs joueurs de la ligue, Emmanuel Ledesma de Cosmos, Welshman de Porto Rico, Heinemann de San Francisco et Tyler Gibson aussi de la même équipe, qui ont tous rejoint Cincinnati. Et aussi, on aurait apparemment, selon les dernières rumeurs, un des symboles de la NASL de ces meilleures années qui a été acheté par Miami à New York City FC. Donc, il avait été acheté quand même 750 000 dollars, ça avait fait beaucoup parler. Euh, et il serait partant de la NASL pour partir en Russie, dans la première division russe. Donc voilà, on peut dire que la NSL est vraiment en train de tomber petit à petit, alors que l'USL, au contraire, sont en train de récupérer tous les éléments, que ce soit sur le terrain ou enfin, que ce soit les franchises ou sur le terrain. Et c'est en même temps une bonne chose pour le football américain. C'est assez compliqué, les différents systèmes de franchises privées, mais en même temps, ça laisse quand même un certain monopole du soccer à l'association MLS-USL, ce qui n'est pas forcément une excellente chose, parce qu'un monopole financier est parfois assez problématique au développement du sport. Et oui, comme tu le dis, là, pendant que la NASL tombe, la USL, elle, se développe, s'améliore pratiquement de jour en jour. D'ailleurs, là, il y a eu plusieurs expansions pour la saison 2018, mais déjà en 2019, il y a déjà deux équipes d'annoncées, soit le Memphis, qui est épaulé par Tim Howard, le gardien emblématique des États-Unis,
qui est arrivé à la conférence de presse, donc devrait être sûrement dans les investisseurs de Memphis, ou bien Birmingham en Alabama, qui rejoint. Ces deux rejoindront la Ligue en 2019. Donc, déjà là, la USL serait à 35 équipes pour la Et parce saison qu'il y a 2019. il y a aussi des nouveaux comme Las Vegas Oui, Lights ou Nashville, justement. oui, oui, c'est ça. En fait, cette saison, pour la saison 2018, il y a 6 nouvelles équipes qui vont rejoindre la USL. Donc, moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ces 6 équipes-là. Mais par exemple, il y en a 3 qui ont quitté. Il y a les réserves de Vancouver et de Orlando qui ont quitté la Ligue, mais également Rochester, qui a dû cesser ses opérations en 2018 car elle était en manque de ressources financières. Moi, je trouve ça très décevant puisque c'est une équipe originale de la USL et un des pionniers du soccer aux États-Unis dans les divisions inférieures. Sont présents aux États-Unis depuis très longtemps. Je pense à un joueur comme Sofiane Tergou, que même s'il n'était pas sûr de rester en USL ou passer en Europe, ça doit quand même être décevant de voir ton club devoir cesser ses opérations. Ouais. Mais on va essayer d'être un petit peu plus joyeux dans ce podcast. J'ai l'impression que depuis quelques minutes, on parle de choses négatives. Là, je vais parler de choses positives. Les nouvelles équipes dans la USL à l'Est, euh, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, c'est Indy 11 qui a rejoint la USL. Ils ont embauché l'entraîneur Martin Rennie pour l'occasion, un Écossais qui a été ancien coach de Vancouver et qui est également il a également entraîné un club de Séoul en D2 sud-coréenne. Donc, ça risque d'être très intéressant à voir. Ils n'ont pas encore recruté de joueurs en tant qu'équipe USL. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont étoffer leur effectif. Ou sinon, il y a North Carolina SC que je suis un peu déçu de leur arrivée en USL. J'ai l'impression qu'ils perdent tous leurs meilleurs joueurs, que ce soit Lance Lang et Nazmi El-Badawi qui rejoignent l'FC Cincinnati, ou bien un joueur peut-être plus de soutien comme Bolu Akinyod qui rejoint Nashville. Donc, j'ai l'impression que North Carolina perd tous ses meilleurs effectifs, mais ils ont peut-être un plan en tête et je crois que Malik, le propriétaire, là, est quand même quelqu'un d'intelligent et devrait faire un bon recrutement. Ouais. Ensuite, il y a le Atlanta United 2 qui rejoint la Ligue. Je crois que si elle est comme son équipe première, là, elle devrait être vraiment très intéressante à voir évoluer. C'est marrant parce qu'ils font un peu le contraire de ce que font beaucoup de franchises MLS. Récemment, les franchises MLS sont surtout fait partenaires avec des franchises USL pour leur refiler des joueurs en prêt, alors que eux, ils créent leur franchise réserve. Oui, et comme le début de leur franchise, là, c'est beaucoup tourné vers la jeunesse, les gros potentiels. Et même l'équipe réserve traduit cette façon de penser-là, puisqu'elle s'est tournée vers la jeunesse en engageant comme entraîneur un membre du staff des États-Unis U18 en la personne de Scott Donnelly. Donc, je crois que ça va vraiment être une équipe de développement, euh, pas vraiment penchée vers les résultats, mais plus vers les joueurs, le développement du joueur. Ouais. Donc, ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, la nouvelle franchise USL et bientôt MLS Nashville. Ça, c'est un peu ma favorite, comme vous le savez. Ouais. Selon moi, c'est l'expansion la plus compétitive. Je dis ça vraiment objectivement parce qu'elle a recruté très intelligemment en signant des joueurs que les membres du staff connaissent bien, comme le directeur technique Mike Jacobs est allé chercher des joueurs au Park Rangers puisqu'il était auparavant assistant au directeur technique pour l'équipe première. Et c'est vraiment des joueurs de qualité puisqu'ils se sont rendus en finale de la USL. Sinon, il y a l'entraîneur-chef Camus Smith qui est allé pêcher dans ses anciens clubs. Je pense au Colorado Rapids. Sinon, avec Atlanta Silverbacks qui était auparavant à NASL ou bien Steven Age même en Angleterre. Donc, même si c'est un nouveau club, je crois que le staff va très bien connaître ses joueurs. Et ils ont même recruté des joueurs qui jouaient en MLS l'an dernier. Je pense à un Justin Davis qui a pratiquement fait toute sa carrière avec le Minnesota.
qui était en manque de temps de jeu, ayant fait seulement 8 rencontres. Ils sont éliminés, ou sinon London Woodbury des Revolution de la Nouvelle-Angleterre qui a seulement fait 3 rencontres l'année dernière. Mais les 2 saisons auparavant, là, ils faisaient une vingtaine de matchs par saison. Donc, je crois que ça va être une bonne franchise et dès sa première saison, là, ça devrait être assez compétitif. Du côté de l'Ouest, Fresno FC qui ont rejoint la Ligue, ils ont engagé comme entraîneur Adam Smith, qui était auparavant assistant à Sacramento depuis le début de la franchise en USL, donc 2014. Peut-être que Fresno a comme idée de refaire le coup de Sacramento, qui est à dire gagner la USL à sa première année. Sinon, c'est un club qui se sont directement affiliés à Vancouver, là, donc ont beaucoup de joueurs en provenance du Canada. Sinon, la dernière expansion, c'est Las Vegas, qui rejoint également l'Ouest. Ils ont engagé comme entraîneur le Mexicain Chelis, originaire de Puebla. Au Mexique, il a entraîné là-bas, mais il a également fait une saison MLS avec le Chivas, cette équipe que tous les partisans MLS veulent oublier dû à son échec. Ouais. L'effectif est vraiment, j'allais dire, comme Vegas. En fait, ils ont signé plusieurs joueurs qui étaient basés à Las Vegas, ou bien des joueurs hispanophones. Donc, ça rejoint très bien l'entraîneur et la ville. Je trouve ça bien. Mais en général, là, la USL, cette année, ça sera 33 équipes, 17 à l'ouest et 16 à l'est. Il y aura 34 rencontres. Donc, la Ligue devrait suivre le calendrier de la MLS, puisqu'il y a déjà 2 autres équipes qui rejoindront la Ligue l'année prochaine, des pourparlers de 3 conférences, c'est-à-dire une à l'est, une centrale et une à l'ouest sont en pourparlers, ou même des divisions de réserve sont en pourparlers là, pour les prochaines années. D'accord, ouais, donc beaucoup de choses dans cette dernière division. Tu penses que la division réservée aux réserves, ce serait plutôt une bonne ou une mauvaise chose? Selon moi, ça serait une bonne chose. Je crois qu'on en avait déjà parlé avec Yann Ekra lors des derniers podcasts, mais selon moi, ça tâche la visibilité et la popularité de la Ligue quand tu vois une équipe comme Cincinnati avec 20 000 personnes et qu'ensuite, la semaine d'après, là, tu affrontes un Red Bulls devant 600 personnes. Je crois qu'une ligue de réserve ne serait pas de trop, mais présentement, il n'y a peut-être pas assez de réserves en MLS, puisqu'il y a Kansas City, Portland, Seattle, LA. LA, les Red Bulls. Je crois qu'on s'en vient plus vers... maintenant, il y a également Atlanta, mais je crois que s'il y a vraiment une division de réserve, la USL et la MLS devraient obliger d'avoir des réserves. Ou alors en mettre en NASL, comme ça la ligue est sauvée. Ouais, aussi. Mais ça prendrait peut-être plus des équipes au sud que le calendrier va se faire en août. Mais de toute façon, toutes les réserves au nord, là, à part Toronto, là, ont cessé d'exister. Fait que pourquoi pas? Ouais. Non, bah oui, ça c'est à mon avis une bonne chose, qu'il y a l'USL peut vivre d'elle-même sans les réserves, ou alors il faudrait qu'ils fassent des clubs affiliés, comme on fait certaines équipes. Oui, effectivement. Mais rendu là, un club affilié peut très bien jouer dans la USL, j'allais dire normale, la USL des deux. Là. Donc, je sais pas trop. Faudrait que tous les clubs MLS soient motivés à faire une réserve. Et là, on pourrait parler. Ouais. Alors, il y en a déjà qui doivent fixer leur équipe première avant de penser à une réserve. Ouais, c'est ça. Dédicace au New England Revolution. Mais bon, ça nous amène à parler de notre moment Il était une fois en Amérique. Comme d'habitude dans notre émission, on va parler d'un élément récent qui nous a choqué, interpellé, dans l'actualité récente du soccer nord-américain. Anthony, qu'est-ce que tu as pour nous? Moi, c'est la signature de Emra Clementa au LA Galaxy. Ça m'a pas vraiment choqué, ça m'a plus encouragé. J'ai vu que le développement de la USL s'est très bien fait, puisque Emra Clementa, je vais vous faire un peu son histoire, là. Il a débarqué aux États-Unis au courant des années 2000. Au courant de l'année 2013, il n'avait aucun club, donc il a essayé de faire des tryouts à Sacramento. Il a finalement été pris. 4 ans plus tard, là, on le voit, c'est sans apparence avec le Republics, qui s'occupe de lui le meilleur à ce chapitre.
mais il est également le meilleur en termes de minutes jouées et de rencontres débutées. Il a également fait ses premiers matchs internationaux avec le Monténégro. Et à sa première année, il a remporté la USL Cup en 2014. Donc, ce joueur qui a pratiquement débuté de rien, s'est développé avec son club, avec la Ligue, et finalement, en 2018, signe avec le LA Galaxy. Je crois que ça donne de l'encouragement à tous les joueurs, que ce soit canadiens, américains ou de peu importe les pays, puisque lui, il vient du Monténégro à essayer les divisions inférieures américaines. Avant ces 2 ans de chômage, un petit peu, avant de rentrer à Sacramento, il a commencé quand même en Division 4 américaine à Bay Area Ambassadors, qui joue en NPSL. Donc il a vraiment fait tous les échelons du soccer américain en partant de la division amateur avant d'arriver en USL puis en MLS. Oui, c'est quand même rare aux États-Unis que ça arrive qu'un joueur débute en amateur, est vraiment un cadre de son équipe en USL pour 3-4 années, puis ensuite rejoint la MLS. Je crois que c'est un des premiers. Il avait quand même un bon parcours footballistique avant de rejoindre Sacramento. C'est quand même un produit de l'académie de Ingolstadt. Donc, c'est pas rien. Là. Il vient d'Europe, il avait un bon bagage, que ce soit tactique, parce qu'on sait qu'en Europe, la tactique est plus développée qu'aux États-Unis. Donc, oui, je suis vraiment content pour le joueur, mais surtout pour la USL. Ouais, franchement, c'est une très bonne chose et ça montre qu'aux États-Unis, on peut monter les échelons comme d'habitude avec le American Dream. Ouais, ça va être un nouveau rêve américain. Ouais, c'est ça. Et en parlant des États-Unis, je vais parler moi, au moment de Il était une fois en Amérique, je vais parler d'une légende. Je vais parler de Landon Donovan, l'ancien capitaine de la sélection américaine, qui à 35 ans a arrêté sa retraite, qui était parti en retraite en 2014 avec le LA Galaxy avant de revenir en novembre 2016 pour LA, alors qu'ils avaient une cascade de blessures. Il avait joué pas forcément mal, il avait fait plutôt un beau parcours. Et en novembre 2016, donc il avait repris sa retraite. Et là, il est ressorti de sa retraite pour partir en Mexique à Club León. Et c'est assez intéressant, mais il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Je pense qu'il a juste trop aimé son parcours, son petit passage à LA l'année dernière. Il a vraiment voulu reprendre. Son arrivée est un petit peu politique. Ce qu'il a dit en arrivant à Léon, c'est qu'il ne croyait pas dans les murs. Il voulait aller au Mexique. Un petit message à Donald Trump au passage. Et ça, c'est intéressant de le revoir jouer. Je suis sûr qu'il y en a pas mal qui seront contents. Bon, apparemment, Léon cherchait un numéro 10, donc c'est pas plus mal. Mais ce n'est pas forcément la signature de l'année pour eux en termes de forme. C'est bien qu'il a joué quand même dans 3 Coupes du Monde, 6 Gold Cup. Il est, à mon avis, plus près de. Il ne sera pas forcément titulaire à tous les matchs. Je ne sais pas s'il pourra pas jouer 90 minutes toute la semaine. Mais en tout cas, on lui souhaite bonne chance. Et c'est une bonne chose pour la MLS dans un sens, parce que ça vraiment donne l'image de la Ligue de retraités au Mexique. Puisque le Mexique vient quand même de signer un retraité de MLS, double retraité de MLS. Donc, on va dire que c'est une bonne chose pour la MLS. Ça fait rire les fans américains que le Mexique le reprenne. Ouais, et je pense pour Léon, c'est aussi un coup marketing pour faire regarder les supporters américains, là, puisque on le sait, la Liga MX est quand même très populaire, mais peut-être pour une partie de la population américaine, c'est peut-être une ligne un peu moins regardée. Et je crois qu'avec l'acquisition de Donovan, là, pas mal tous les supporters américains et même de partout sur la planète vont voir ses premières minutes pour son deuxième retour à la vie de footballeur. Ouais, après avoir essayé d'amener San Diego en MLS d'ailleurs. Il a essayé de faire ça après sa retraite avec LA, mais son projet n'a pas vraiment marché. Voilà, je crois qu'on a fini une bonne émission. Anthony, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, ben, comme à l'habitude, sous Anthony MLS, mais également depuis environ un mois, là, si vous voulez suivre l'actualité de Nashville, que ce soit en USL et bientôt en MLS,
pour pouvoir suivre le parcours entre la D2 et la D1. Vous pouvez me suivre sur Frenchy Nash sur Twitter et toutes les informations vont être sur cette page Twitter. Personnellement, vous pouvez me retrouver sur @Antoine Latran sur Twitter, pardon, et @FrenchSanders si vous êtes intéressé par l'actualité des Sanders en français. On reprend aussi juste l'annonce du début pour vous dire que tous les deux, bien sûr, on écrit pour Lucarne Opposé, votre rendez-vous de soccer, de l'autre football, de tous les championnats qui ne sont pas européens, donc l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. Et bien sûr, nous vous invitons à aller regarder les nouveaux podcasts Efrikia, Bola Latina et l'AFC Corner qui parleront de chacun des continents et de leur actualité en soccer. Nous vous invitons aussi à regarder leur magazine papier puisque Lucarne Opposé est partout, surtout sur tous les fronts. En attendant une chaîne de télé. Et donc voilà. Ouais. Et d'ailleurs, là, pour le prochain numéro du magazine, on peut rien dire, là, mais on vous annonce, on vous prépare quelque chose de beau pour la section nord-américaine. Ouais, une grosse page nord-américaine qui devra vous ravir. À la prochaine. On s'en est ravis que vous nous ayez écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter @CultureSoccer et à donner vos commentaires, à nous dire ce que vous pensez de l'émission. Est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on améliore? On est toujours à l'écoute de nos auditeurs. À la prochaine. Ciao. Merci, à la prochaine.